bénévole à l'accueil de l'hôpital Montfort. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous êtes à une émission spéciale parce que le studio est rempli des étudiants qui nous viennent de la cité, des étudiants en journalisme. Puis ils vont nous parler d'un concours auquel ils ont participé. Tout de suite, pour commencer, je suis avec leur professeur qui déjà, pour les gens qui vous connaissent, moi je vous connais parce qu'on s'est déjà rencontrés, mais qui vous connaissent dans le monde du journalisme, vous êtes quelqu'un qui a apporté quelque chose de nouveau au reportage, hein? En fait, j'aime beaucoup faire des reportages, c'est ma passion. Alors, j'essaie de transmettre la passion comme professeur à mes étudiants. Moi, je suis de l'école TVA. J'ai jamais travaillé pour Radio-Canada. Je suis très TVA. D'accord. Donc, un peu style télévision privée, un peu émotion spectaculaire. Il y a une différence, oui, c'est ça. En fait, ouais, on essaie un peu de... à TVA, on essaie d'attirer beaucoup de téléspectateurs. Donc, c'est important d'être spectaculaire, d'être intéressant, mais tout en respectant la vérité. Ça, c'est bien important. Ouais. Mais un style TVA. J'ai travaillé longtemps pour TVA comme journaliste, comme lecteur, rédacteur aussi, chef de pupitre. Mais ce qui est important pour moi, c'est vraiment faire des reportages, des petites histoires qui durent 2 minutes, avec émotion, une belle finale. Et c'est ça que j'essaie de transmettre et d'enseigner à mes étudiants. Puis pour vous, c'est quoi un bon reportage? Vous avez donné quelques éléments, mais pour vous, oui. Où est-ce que ça part pour avoir un bon reportage? C'est une bonne question. Un bon reportage, c'est quelque chose qui va attirer l'attention du téléspectateur, qui va intéresser le téléspectateur pour augmenter les codes d'écoute, justement, pour TVA. Donc, puis on veut être... Oui, mais on veut être regardé, et chaque sujet, il y a toujours une façon de rendre ça intéressant. Même quand il est un peu... Le boulot du journaliste, c'est de prendre quelque chose qui, à première vue, peut paraître pas intéressant, mais il y a toujours une façon... C'est toujours intéressant, un sujet. Peu importe les sujets, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Et un bon reportage, c'est faire ressortir l'émotion, parce qu'en télévision, la télévision est un médium idéal pour faire ressortir l'émotion. On a l'image, on a le visage de la personne, on peut voir, on peut l'entendre, si la personne est émue, tout ça. Fait que notre boulot comme journaliste, c'est de faire ressortir, dans un reportage, c'est de faire ressortir l'émotion. Dans les extraits, dans ce qu'on va dire, dans les images qu'on va mettre. Et il y a toutes sortes de techniques là, que ça prend 2 ans pour bien enseigner. Je ne pourrais pas résumer tout ça ici. Mais un bon reportage, grosso modo, c'est de faire ressortir l'émotion. Et quand on fait ressortir l'émotion, et quand on peut se dire que le téléspectateur assis dans son fauteuil a captivé, il s'est dit « Wow! » Alors, à ce moment-là, on a fait notre boulot. Puis moi, je me dis, même si le sujet est plate, comme on a dit tantôt, là, il faut qu'on soit passionné de nous-mêmes, parce que si... Tout à fait. C'est ça, parce que si je trouve le sujet plate, puis je veux faire un reportage, mais je pense que ça va le ressortir direct, là. Ça prend des gens, pour être journaliste à la télé, ça prend des gens qui sont passionnés, passionnés de nature, par la vie, par les sujets qu'ils vont trouver. Donc, être capable de s'émerveiller de n'importe quoi. Tu sais, tu arrives sur les lieux d'un événement, OK, et de faire transmettre cet émerveillement aux téléspectateurs. Et comme je disais, n'importe quel sujet peut être source d'émerveillement. Vous arrivez, comme par exemple, si je vous parle du Salon du livre de l'Outaouais, ou du Salon de l'habitation de l'Outaouais, d'Ottawa, vous arrivez sur les lieux, vous faites « Wow! Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à montrer? » Vous allez là, vous prenez des belles images là-dessus, vous faites des entrevues, et là, vous transmettez ça aux téléspectateurs. Et là, le téléspectateur va dire « Wow, le Salon de l'habitation à Ottawa! » C'était bien! C'est quelque chose! Je pense que je vais y aller. Mais n'importe quel sujet peut, comme je dis, même si à première vue, c'est plate, ça peut être intéressant. C'est notre boulot de rendre ça intéressant. D'accord. On va parler du concours maintenant pour lequel vous êtes venu avec vos étudiants pour nous les présenter. C'était quoi comme concours? Oui, c'est le concours, c'est la soirée reportage vidéaste. Et c'était la 17e édition cette année. C'est moi qui ai eu l'idée. Bravo! Je m'en vante parce que je suis très fier. Alors, je me suis dit, j'ai proposé aux étudiants, et si on faisait un concours qu'on présenterait devant public,
et devant jury. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas moi qui détermine qui est le premier prix, le deuxième prix ou le troisième prix. On invite un jury composé de reporters, de gens qui sont des spécialistes, des professionnels. Je pense que cette année, on a eu un de nos... Oui, Nicolas Vicente, qui était là de TFO, qui était le représentant de TFO. Alors, on a des représentants, on essaie d'avoir des représentants de toutes les stations de télé de la région. Alors, on avait TFO, on avait Radio-Canada, on avait TVA, TV Rogers aussi. On avait de TFO, de Radio-Canada, de TVA. Donc, tous les représentants, les directeurs de l'information des stations de télé de la région étaient là pour venir magasiner. Ça met du stress, c'est ça que j'allais dire. C'est ça que je disais aux étudiants. Je disais, les membres du jury, ils vont prendre des notes, puis ils vont dire, ah oui, peut-être que je vais l'engager. Donc, c'est le fun parce que... C'est le fun parce que les étudiants font le reportage, mais pas seulement pour la note, mais pour éventuellement être engagés sur le marché du travail parce que ce reportage-là. Donc, c'est un concours où les étudiants ont 2 mois pour faire leur reportage, pour le raffiner, le peaufiner. 20 secondes, mais on va expliquer que là, vous êtes venu avec... Les 5 gagnants. OK. Mention du jury, 3e prix, 2e prix, 1er prix. Super. Alors, à eux l'honneur de présenter leur reportage gagnant. On a hâte, on a hâte. Alors, juste après la pause, restez avec moi parce qu'on va découvrir un reportage super poignant. Alors, restez connectés. Regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'un des membres du groupe Cherry Cherry. Lors de leur passage à Contact Ontario, on parle de leur amour de la musique rétro. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Bonjour, je suis Dustin Giroux, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleur personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné mes prothèses. Merci! C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs. Nathan parle en direct des studios de TV Rogers avec des collaborateurs et invités spéciaux à chaque semaine. Nathan parle, exceptionnellement mercredi 23h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je parle maintenant avec Annie-Rose Deschâtelet qui nous présente un reportage intitulé « Une sur 37 millions ». Puis il faut dire que ce reportage-là, il parle d'une petite fille qui a une maladie assez rare. Hein? C'est ça, en fait, c'est ma nièce qui est atteinte d'une maladie qui s'appelle le déficit MTP, une maladie extrêmement rare, génétique, qui s'attaque vraiment à sa condition au niveau de sa digestion. C'est vraiment une maladie très rare, justement. C'est la seule au Canada à avoir cette maladie-là. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, ça me touchait personnellement, donc j'ai décidé de faire le reportage sur ça, là, justement. J'allais m'en aller pour te demander, comment est-ce que tu as su que c'est la seule personne, mais là, s'il y a un lien particulier avec ta nièce, fait que tu as suivi depuis la naissance, tout ce qui s'est passé et tout? Mais c'est ça, en fait, au début, on savait pas c'était quoi sa maladie, mais c'est à force de faire des recherches, puis c'est vraiment un médecin de New York qui a découvert que c'était ça la maladie, parce qu'au Canada, ça s'était jamais vu. Okay. Et voilà. Puis là, quand tu demandes peut-être à maman, c'est ta sœur? Ma sœur, oui. Ta sœur, ouais. À ta sœur de participer à ton reportage, là, c'est quoi la réaction déjà? Au début, elle était vraiment sceptique. Elle voulait pas trop, justement, c'est très sensible. Ça me touche personnellement. Elle voulait pas trop en parler. Puis même, justement, elle est très émotive dans le reportage. Au début, elle voulait pas. Elle m'a dit, je te dis tout de suite, je vais te répondre à tes questions, mais je vais vraiment pas être émotive. Puis finalement, ça la touche tellement personnellement qu'elle s'est laissée aller, là, finalement, dans son reportage. Et puis, là, on voit ta nièce dans le clip. Moi, c'est vraiment venu me chercher. Il faut que je te dise, là, désolée, mais là, on voit ta nièce dedans qui s'amuse et tout. Bien, on va le regarder ensemble tout à l'heure, mais je vais juste te laisser présenter le reportage. Pas de problème. OK.
Donc, Santé Canada vient tout juste de faire paraître le nouveau guide alimentaire canadien. Pour la petite Juliette Charon, il ne sera d'aucune utilité, elle qui doit suivre sa propre diète extrêmement stricte. Au Canada, elle est la seule à être atteinte d'une maladie très rare, le déficit en protéines trifonctionnelles mitochondriales. Un reportage d'Annie-Rose Deschâtelet. Pour la mère de la petite Juliette, 3 ans, faire l'épicerie, c'est tout un casse-tête. Elle doit regarder minutieusement la quantité de lipides que contiennent tous les aliments qu'elle achète. Un ennemi à éviter, les graisses. Donc, moindrement qu'elle mange des graisses, je dois tout calculer parce que si elle en prend une trop grosse quantité, ça devient toxique pour son corps. 1, 2, 7. Juliette est atteinte du déficit MTP, une maladie génétique rare qui empêche son corps de bien absorber les gras. Pour Juliette, ça lui fait des douleurs au cou, des douleurs aux jambes aussi. Donc, en fait, elle a vraiment de la difficulté à se déplacer. Elle n'est pas capable de marcher. Ça, Juliette en prend 5 fois par jour. 8 millilitres 5 fois par jour. Marie-Claude doit proportionner les aliments que Juliette mange, mais aussi y ajouter une huile créée en laboratoire. L'huile agit comme substitut de matière grasse plus facilement assimilable par Juliette pour qu'il ne lui manque pas les nutriments nécessaires à sa croissance qu'on retrouve habituellement dans les lipides. Non. Le guide alimentaire canadien suggère qu'un enfant considéré en bonne santé consomme entre 30 et 40 grammes de lipides par jour. Dans le cas de Juliette, elle doit cependant se limiter à environ 12 grammes, soit l'équivalent de moins de 3 jaunes d'œufs de taille moyenne comme celui-ci quotidiennement. Je pense pas qu'elle va jamais avoir le droit de manger quelque chose de gras comme les fromages, par exemple, ou mettons une poutine là, avec les patates, l'huile ou peu importe là, ça. Elle va jamais pouvoir manger ça. Là. Plusieurs maladies métaboliques sont similaires à celles de Juliette. Par contre, l'enzyme affectée chez elle est tellement spécifique que Juliette représente le seul cas au Canada. Bien, j'ai paniqué. C'est sûr que j'ai paniqué. Je veux dire, comme je t'ai dit, le médecin qui m'annonce qu'elle a une condition génétique peut même pas m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Marie-Claude et son conjoint n'ont pas été chanceux. Ils possèdent tous les deux les gènes responsables du déficit MTP et leurs prochains enfants risquent d'être atteints eux aussi. Chaque fois qu'ils ont un enfant ensemble, 25% chance d'avoir un autre enfant avec MTP. C'est comme like lightning striking. C'est très, très rare. C'est quoi ça? Un bébé. Un quoi? Des sucres. Et c'est pour faire quoi? C'est pour mettre du dada à bébé. À 1 an et demi, Juliette a dû subir une gastrotomie, une opération majeure qui consiste à rattacher l'estomac à la paroi abdominale et à faire un trou qui relie le ventre à l'estomac. Ça a été vraiment une grosse décision, ça aussi. C'était une autre décision vraiment stressante. Puisque Juliette ne peut pas rester à jeun plus de 5 heures consécutives, Marie-Claude et son conjoint peuvent donc l'alimenter et lui donner des calories pendant la nuit sans même la réveiller. Ça ici, c'est qu'est-ce qu'on voit qui ressort. Puis ça, c'est la partie qui est entre, qui est dans le trou. Oups. Donc, c'est exactement comme ça présentement dans sa bédaine. Ça, c'est qu'est-ce qu'on voit à la surface. Puis ça, c'est qu'est-ce qui est dans son estomac. À 3 ans, Juliette ne va pas à la garderie. C'est trop risqué pour elle d'être constamment en contact avec des possibles virus. Lorsqu'elle est malade, son système puise son énergie à même les muscles. Oui, ça va chercher dans ses muscles de jambes, dans son cou, mais le cœur, c'est un muscle. Fait qu'on sait jamais si un moment donné, ça pourrait aller chercher justement le muscle dans son cœur, puis là, de faire une défaillance cardiaque. C'est pas impossible. Par contre, dans 2 ans, Juliette devra aller à l'école et Marie-Claude ne sera plus avec elle constamment pour contrôler aussi bien sa diète et pour s'assurer que tout va bien. Le début de l'école, ça me stresse vraiment beaucoup. Elle a juste 3 ans. C'est sûr qu'elle va commencer dans quelques années. Oui, ça stresse un peu. Je suis déjà mère poule à la nature, puis là, en plus, il y a une petite coche de plus. Opa, kamala, opa, kamala, opa, opa, opa. La petite Juliette, pour sa part, semble vouloir quand même mordre dans la vie avec le sourire. Annie-Rose Deschâtelet pour le Collège La Cité, à Ottawa. Je veux juste savoir comment on fait pour gérer le plein d'émotions comme ça en pleine entrevue.
Honnêtement, je sais même pas moi-même. J'étais tellement, justement... Tu as pleuré? Ouais. J'étais émotive, c'est sûr, mais je voulais pas non plus... Je veux pas que ma sœur se sente mal ou cesse d'être émotive. Je veux vraiment qu'elle laisse sortir parce que je veux pas... Elle essaie d'être forte tous les jours, que ce soit avec nous, avec au travail ou peu importe, que là, je pense que ça a été un moment pour elle qu'elle a pu un peu, pas relaxer, mais laisser aller ce qu'elle retenait comme stress ou comme par rapport... Ça, c'est quelque chose, en fait, que j'avais jamais entendu parler. Je savais pas que ma sœur était autant stressée du fait que ma nièce devait aller à l'école. Puis là, juste de l'entendre me l'expliquer puis un peu se libérer de ce poids-là, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai été émotive, mais que j'ai plus eu une écoute envers ce qu'elle avait à dire, plus que justement... J'en parlais avec votre professeur tantôt, puis il me disait que vidéa, c'est faire de la recherche, c'est faire ta production et tout, le tout toi-même. Et quand tu as fait ta recherche, je me demande juste, est-ce que tu as trouvé des éléments avec les médecins que tu as rencontrés qui pourraient aider ta sœur? En ce moment, il n'y a aucune cure. On est vraiment au stade embryonnaire. Comme je vous ai dit, c'est vraiment au niveau à New York en ce moment qu'il y a peut-être une médication qui peut contrôler la maladie, mais ça ne se guérit pas pour l'instant. Elle va avoir ça toute sa vie. C'est sûr que ça peut s'améliorer. C'est-à-dire qu'en ce moment, elle a vraiment une quantité minime de gras qu'elle peut manger. Est-ce que ça va augmenter? Un petit peu, mais c'est toujours, elle ne pourra jamais manger, là, justement, comme elle disait, de la poutine ou des trucs du genre. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment restreint. Mais en ce moment, il n'y a aucun vaccin, aucune cure, aucun antidote là, pour cette maladie-là. Juste par curiosité, maintenant que tu es lancé dans le sujet, est-ce que tu penses à peut-être travailler encore, essayer de faire d'autres choses qui pourraient intéresser le monde pour que les gens aient accès à cette information-là? Peut-être qu'il y a des personnes même qui sont là, qui ont les mêmes symptômes ou les mêmes maladies avec leurs enfants, puis ils ne savent pas exactement c'est quoi. Mais c'est sûr que je trouverais ça intéressant, considérant justement que moi-même, en faisant la recherche pour ce reportage-là, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver l'information. Sur Internet, il n'y a presque rien. Considérant aussi qu'il y a plusieurs maladies qui se ressemblent à celle-là, mais qui ne sont pas exactement pareilles. Donc, sur Internet, pour vrai, il y a 1, 2, 3 sites maximum qui vont aller vraiment en surface sur la maladie. Il fallait vraiment que j'aille discuter avec la nutritionniste, justement, du reportage qui, elle, suit Juliette depuis 3 ans, puis qu'elle-même a dû faire des recherches exhaustives pour justement pouvoir en apprendre elle-même sur cette maladie. Merci beaucoup, Annie-Rose. Merci pour ce beau reportage-là. Alors, nous, on va à la pause et juste après, on va parler d'un autre reportage, Zèbre en danger, mais pas un zèbre comme vous le pensez. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quand est-ce que le cycle va chanter? Et dans combien de murs de suite on va se planter? Et c'est le désert au parterre. La grosse femme s'époumonne et refuse de se traire. Vents illusoires. De tour. Vent du rêve, pas de la déprime. En gros plan ralenti, comme dans les tu peux faire ton cinéma. Dis-toi que la vérité, elle te ment pas. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, les 8 associations de hockey mineur de l'Outaouais ont perdu déjà près de 40 arbitres. Puis c'est de ça dont tu nous parles. Hein? Oui, exactement. C'est un sujet qui me touche assez, parce que moi-même étant arbitre depuis 8 ans, je viens pas d'ici, de la région de la capitale nationale, Gatineau-Ottawa. Je viens de Vaudreuil-Soulanges. Là-bas aussi, on en manquait. Quand je suis arrivé ici, ça m'a surpris que c'est un phénomène finalement peut-être provincial, même à l'échelle nationale, à l'échelle du Canada.
Donc, quand j'ai entendu 40 arbitres, c'est quand même beaucoup. Ouais. Ça donne une surcharge de travail à ces gens-là, que c'est pas tout le temps un travail facile. Là. Des fois, ceux qui patinent, là, ceux qui... 6 heures de suite sur la patinoire, là, c'est pas facile souvent. Et puis, c'est quoi, quand tu as fait tes recherches et tu as fait ton reportage, qu'est-ce que tu as trouvé? C'est quoi le problème? Est-ce que c'est pas à cause des bagarres qu'il y a souvent? Parce qu'ils ont le stress, là, les arbitres, les parents, les entraîneurs. Oui, c'est une grande pression à être un arbitre parce que on est surveillé par les entraîneurs, les joueurs, les parents. C'est un problème venant de là. Le coût aussi, les coûts, des fois, sont grands, comme ça coûte ici à Gatineau, par exemple, c'est 180 $ faire, ou environ, là, faire le cours d'arbitre seulement, plus l'équipement. Des patins, souvent, c'est 500 $ et plus. La pression. Okay, wow. Donc, tu sais, quand on est jeune, les enfants novices, ça tombe, donc entre 5 et 10 ans, qui voient les arbitres se faire crier après, des fois, par leurs parents. Tout ça, ça leur donne le goût ensuite d'être un arbitre. Je pense pas. Alors, on va lancer ton reportage. Je te laisse l'introduire. Donc, dans une partie de hockey, il y a 3 équipes, les locaux, les visiteurs et les arbitres. Mais de ces 3 équipes, il y en a une en voie d'extinction, les hommes zébrés. Dans la région de la capitale nationale, les associations de hockey mineur peinent à trouver et à garder des arbitres. Déjà une 64e partie pour le vétéran de 11 saisons, Marc Royer. Les 8 associations de hockey mineur de l'Outaouais ont perdu 41 arbitres depuis la dernière saison. La charge de travail des officiels a donc augmenté. Ces départs s'expliquent surtout par la pression venant des entraîneurs, des joueurs et des parents. Les gens qui créent les estrades, les entraîneurs, il y a beaucoup de jeunes qui font 1 an, qui lâchent par après. Ceux qui continuent, c'est parce que vraiment ils veulent, ils ont une passion. Il y a aussi que suivre la formation d'arbitre au hockey mineur coûte cher. Et on ne parle même pas de l'équipement comme les pantalons spéciaux et les chandails rayés. Quand on sait qu'un jeune arbitre fera en moyenne moins de 20 $ par partie, ça peut en décourager plusieurs. Nous autres, dans l'Outaouais, c'est quand même 185 $ pour les officiels versus d'autres régions qui sont moindres coûts, des coûts sont moindres. Fait qu'un jeune qui commence comme officiel, il y a ce coût-là à payer. Leurs chandails rayés, ils ont un cœur plutôt fragile. Voyons donc plus clément avec eux, parfois ils sont utiles. Utile, en effet, parce qu'à cause du manque de disponibilité des arbitres, déjà 6 parties ont dû être annulées en Outaouais cette saison. Pour ceux qui doivent faire les horaires comme Ryan Beaulieu dans la région de Papineau, ça peut être tout un casse-tête et il doit donner de grosses journées à ses officiels. Présentement, une journée comme arbitre, on peut avoir des gars qui font 7, 8, 9 games par jour. Il va à 3 arénas, 4 arénas différents. So, il commence à, on va dire, midi. Et ils finissent à 9, 10, 11 heures le soir. Pour Guillaume Raymond, qui doit jumeler arbitrage et études, cela représente un grand défi. C'est difficile, là, c'est beaucoup de fatigue, puis tu manques de motivation parce que là, tu viens de finir de travailler quelques matchs, vraiment beaucoup de matchs en ligne, des fois 6, puis après ça, il faut que tu ailles faire les devoirs, c'est plus difficile. Là. De l'autre côté de la rivière, dans l'Est ontarien, on ne manque pas d'arbitres. Le problème est plutôt qu'on manque de vétérans. I got 6 blue for a trip. Au total, c'est une vingtaine de vétérans qui ont quitté cette année. Cette année, pour une raison ou une autre, on a perdu plusieurs de nos arbitres plus seniors. Ils prennent des breaks. Pour tenter d'attirer des arbitres, l'Ontario met beaucoup d'emphase sur le respect. D'ailleurs, cette petite affiche qui invite les parents à respecter les arbitres sera bientôt placardée dans tous les arénas de l'Ontario. Les associations ontariennes de hockey mineur souhaitent ainsi être en mesure de garder leurs arbitres à plus long terme, ce qui était un problème par le passé. Il y en a plusieurs des jeunes qui lâchaient dans le passé parce que, justement, ils se faisaient crier après puis ils étaient intimidés. Pendant ce temps, l'ancien arbitre de la Ligue nationale, Stéphane Auger, tente un projet pilote avec des joueurs de 13-14 ans de sport-études. Le projet oblige tous les joueurs à suivre la formation d'arbitrage de niveau 1. On espère ainsi en intéresser quelques-uns au métier. Et Marc Royer pense que même les joueurs qui ne finiraient pas par arbitrer connaîtraient mieux le règlement. Le but aussi là-dedans, c'est d'éduquer les gens. Il y a des jeunes qui jouent au hockey, qui sont pas éduqués non plus, ce côté règlement et tout, fait que ça l'aiderait de ce côté-là. Four, head contact. Peu importe leur décision, jamais les hommes zébrés ne seront aimés par tout le monde. La pression fait partie du métier, les arbitres ne peuvent y échapper. Les gens n'y pensent peut-être pas, mais sans les arbitres, le hockey mineur tel qu'on le connaît pourrait disparaître. Yannick Saint-Denis pour le Collège de la Cité, Ottawa.
La fin, elle est belle, hein. Sans les arbitres, le hockey il va disparaître pour de vrai. Exactement. Je suis pas fan de hockey, ou du moins je connais pas vraiment le hockey, mais il y a quelque chose dans ton reportage qui est sorti. Les équipements coûtent cher, et puis après, pour le montant qu'ils gagnent, c'est comme moins de 20 $. Souvent, oui, moins de 20 $ par partie, c'est pas beaucoup. C'est quand même au-dessus du salaire minimum, souvent. Là, qu'on parle ici, mettons, en Ontario, il est à 14. Ça peut se tourner autour de 16 pour les petites catégories. Ensuite, ça peut être plus que 20, mais ça reste pas beaucoup. Souvent, c'est du long déplacement aussi. Marc Loyer l'a dit. Non, c'était Ryan Beaulieu qui l'a dit. Ils font 3-4 arénas par jour, donc on se déplace. L'argent, le gaz, des fois, le budget n'est juste pas là aussi. Là. Il nous reste juste 45 secondes. Je veux juste savoir comment tu penses que le projet dont on a parlé vers la fin, il pourrait donner quelque chose de bon? Oui, moi, je trouve ça excellent parce que justement, les joueurs pourraient s'intéresser plus au règlement, faire comment je pourrais les appliquer. Ouais. Et comme Marc a dit, ben, ceux qui vont pas finir par arbitrer, ben, ils vont les connaître, ces règlements-là, puis peut-être ensuite avoir un plus grand respect envers les officiels. D'accord, OK. Mais merci beaucoup pour ton reportage. Merci beaucoup. Alors, on a vu le reportage. Restez avec moi parce que juste après la pause, on va parler d'un autre reportage dénommé Zéro déchet. Si vous avez l'âme écolo, restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quand je prends mon temps, puis que je pars en retard, j'ai rien qu'à blâmer le char. C'est très important que tu t'éparpilles, pas que tu te commettes, puis que tu t'y mettes avec tout ton entrain. C'est pathétique quand je parle, pareil comme le patron, de qui je fais l'affaire, à qui je beurre le pain. Plus que n'importe quand, avant que la routine me rattrape, je me paye le luxe d'une coupe de table de plus sur le cadran. C'est tellement important. Il y en a quelques-uns qui se mouillent, d'autres engraissent la trouille. Ceux-là se pissent dessus puis disent après que ça sent drôle. Ceux qui tirent les fils, ceux qui fouettent le troupeau. Il y en a qui gobent la pilule et les autres ils pensent pas trop. Cours tant que tu veux après ton trognon de mirage. Ni le bâton ni la carotte vont te monter dans le carrosse. Je garde le regard sur la route. Moi du corps j'en prends moins, mais je le prends plus égal. Je le conduis des deux mains. C'est tellement important. En souffrance, la ceinture serrée dans mes ganses. C'est pas inquiétant, j'ai pas pantoute l'âme à m'en faire. Fait que la nuit dernière, je me suis compacté et que ça sert. Pas de cancer, c'est le paradis sur terre. Mais là, c'est-tu la crise de panique qui réalise qu'on est peut-être déjà à demi-mort quand on est plus. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Charles Fontaine qui nous parle de son reportage Zéro déchet. Ça a l'air que tout le monde se préoccupe de plus en plus de l'environnement, hein? Oui, ben en fait, moi, c'est dès le primaire, on m'a beaucoup enseigné la valeur de l'environnement. Okay. Fait que ça a toujours été une valeur importante pour moi. Donc, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Puis d'autant plus que cet automne, il y a eu le pacte pour la transition. Donc là, et avec un changement de gouvernement, tout le monde parlait de l'environnement. Fait que c'est pour ça que je trouvais que c'était un bon sujet d'actualité. Puis tu as dit que tu étais dedans, là, dans les valeurs de l'environnement depuis que tu es tout petit. Comment ça t'a été inculqué, ça? Ben, c'est à l'école primaire, ils nous parlaient souvent de ça. Puis moi, j'énervais mes parents pour éteindre les lumières ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, je suis pas le plus écolo, mais j'aime ça, respecter l'environnement puis prendre le moins de déchets possible. Comme, par exemple, depuis que je fais mon reportage, oui, j'ai comme suggéré à mes parents d'acheter en vrac. On a une épicerie en vrac proche de chez nous, donc c'est ça que j'aime là-dedans. Et puis, tu penses que là, avec ton reportage, ça a pu impacter encore plus tes parents dans ta lancée? Oui, ça les a influencés parce que avant, justement, on achetait beaucoup de choses avec les emballages, tout ça. Puis, j'imagine. Ben, par exemple, les pâtes, on achetait ça avec des emballages ou toutes les céréales. Maintenant, on achète des céréales en vrac parce que j'ai appris avec une de mes intervenantes que vous allez voir dans le reportage que le sac de plastique qu'il y a dans les céréales, c'est pas recyclable.
D'accord. Et les sacs de chips, c'est pas recyclable. Et de bartendre non plus. Donc, c'est pour ça que on essaye d'en acheter le moins possible. Je peux pas résister aux chips, mais... mais au moins, de manière écolo. Oui, c'est ça. OK, d'accord. On va te laisser présenter ton reportage. Oui. Donc, le mouvement Zéro déchet gagne de plus en plus en popularité. Le but est de ne rien jeter à la poubelle, seulement au recyclage et au compostage. Avec une épicerie Zéro déchet à Ottawa, des friperies et quelques épiceries où l'on peut acheter en vrac dans la région, il est désormais plus facile de s'initier au zéro déchet. Selon plusieurs, ce mode de vie est nécessaire pour survivre au réchauffement climatique. Valérie Leloup a fondé il y a un an à Ottawa la toute première épicerie zéro déchet en Ontario. Le principe est simple, rien n'est emballé. Les clients de New Grocery doivent apporter leur propre contenant, ils le pèsent, le remplissent d'aliments et paient seulement pour le poids de la nourriture. Madame Leloup a ouvert son commerce parce qu'elle voulait faire son épicerie zéro déchet à un seul endroit. Je trouvais qu'il y avait un manque sur le marché, c'est-à-dire que l'idée c'est de faire son épicerie en vrac, c'est-à-dire de venir à l'épicerie avec son propre contenant. Ce qui me manquait, c'était une place où je puisse faire mon épicerie en mode zéro déchet. Le zéro déchet est un mouvement qui s'inspire du principe des 5 R, soit refuser, réduire, réutiliser, recycler et composter. Tout ce qu'on achète, un jour ou l'autre, deviendra un déchet. Donc, la meilleure façon d'éliminer les déchets, c'est de ne pas les créer. C'est super simple. Go, allez-y, commencez par whatever vous êtes rendu. De l'autre côté de la rivière, Chloé Bureau veut elle aussi influencer le plus de gens possible à moins consommer en donnant plusieurs conférences. Au dépanneur Sylvestre, elle a donné des trucs pour être plus écologique durant le temps des fêtes, soit emballer ses cadeaux avec du papier journal, utiliser des serviettes en tissu plutôt que jetables et fabriquer ses propres décorations de Noël. Chloé a réalisé que le mode de vie zéro déchet est simple à adopter. Oui, mais c'est un défi d'1 mois que je me suis donné au début. En fait, que des amis m'ont lancé. Donc, j'ai fait 1 mois zéro déchet. Puis, au fin d'1 mois, je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué que ça. Fait que j'ai décidé de poursuivre finalement. À sa conférence, Chloé en a inspiré plusieurs. Le zéro déchet, c'est vraiment important parce que justement, c'est comme aller à la source de nos déchets. Puis c'est comme notre vote en tant que citoyen. C'est vraiment ce qu'on peut faire qui a le plus de différence. Plutôt que d'acheter des choses pré-emballées, pré-faites, puis de tout jeter les emballages, on peut tout faire ça nous-mêmes. Je peux pas laisser mes enfants dans un monde comme ça qui est en train de se dégrader. Puis, fait que je le fais et pour moi, mais beaucoup aussi pour leur avenir à eux, puis pour l'avenir de la planète. Quand elle fait son épicerie, Chloé prend soin d'acheter en vrac. À part les aliments secs, on peut acheter des épices, une paille en métal, une brosse à dents en bambou, des serviettes hygiéniques lavables, du lait en bouteille de verre et du savon liquide pour jeter moins de déchets. En adoptant ce mode de vie, Chloé remplit un seul sac de poubelle par année. De 1, ça réduit les emballages. De 2, souvent, c'est moins cher aussi. Pas toujours, mais des fois, la plupart du temps, je dirais que c'est moins cher. Puis de 3, quand j'arrive chez nous, j'ai mes pots, je les mets dans mon armoire, puis là, c'est réglé. Une autre façon de diminuer les déchets est de se procurer des vêtements usagés. Les Canadiens jettent 9,5 millions de tonnes de vêtements chaque année. Pour diminuer ce chiffre, on a créé la Gratuiterie. Ce commerce situé à l'Université d'Ottawa propose plus de 10 000 kilos par année de vêtements, de draps et d'autres objets de la vie quotidienne entièrement gratuits. Les membres de l'université apportent ce qu'ils ne veulent plus et peuvent prendre tout ce qu'ils veulent gratuitement. Ce projet a été créé parce que beaucoup d'étudiants jetaient leurs effets personnels quand ils quittaient la résidence. On est devenu de plus en plus impliqués. Quand les étudiants déménageaient sur le campus, on voyait la quantité de matériel qui était laissé derrière, comme des vêtements, comme des articles de maison et tout ça. Puis la quantité était tellement grande qu'on a dit, OK, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. En achetant moins, en réutilisant et en cuisinant, Chloé Bureau a économisé 2 600 $ en 6 mois. Maintenant, les Nations Unies ont dit qu'il restait 2 ans avant de faire un changement drastique puis que les conséquences deviennent vraiment graves. Fait que je pense que c'est maintenant le temps pour tout le monde d'agir. En fait, on aimerait changer la manière de consommer parce que la consommation de masse, comme je le mentionnais, dans laquelle on a grandi, elle se fait au détriment de la planète. Nos ressources sont limitées, donc il va falloir qu'on change la manière de consommer. L'Ontario a produit 678 kilos de déchets par habitant en 2016. C'est plus d'1 demi-tonne.
Pour prévenir le réchauffement climatique, des gens comme Chloé et Valérie pensent qu'il est indispensable de réduire ces déchets. Charles Fontaine, La Cité, Ottawa. Mais là, tu viens de nous faire découvrir qu'en plus de penser à l'environnement, ça nous fait gagner des sous à nous, parce qu'elle a parlé d'économiser 2600 $. Oui, elle économise parce que justement, elle refuse d'acheter des choses. Par exemple, elle n'a pas de voiture. Chloé Bureau, que vous avez vu, elle n'a pas de voiture. Elle utilise soit l'autobus, soit elle marche ou elle prend l'autopartage, le covoiturage. Donc, elle économise avec ça. Aussi, en vrac, on achète selon le poids de la nourriture. Donc, si on en veut moins, on en achète moins, etc. Donc, on peut économiser. Super, merci beaucoup Charles. Alors, restez avec moi, on a un autre reportage à vous présenter. Et là, une voix forte se fait entendre. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quand je prends mon temps, puis que je pars en retard, j'ai rien qu'à blâmer le char. C'est très important que tu t'éparpilles, pas que tu te commettes, puis que tu t'y mettes avec tout ton entrain. C'est pathétique quand je parle, pareil comme le patron, de qui je fais l'affaire, à qui je beurre le pain. Plus que n'importe quand, avant que la routine me rattrape, je me paye le luxe d'une coupe de table de plus sur le cadran. C'est tellement important. Y'en a quelques-uns qui se mouillent, d'autres engraissent la trouille. Ceux-là se pissent dessus puis disent après que ça sent drôle. Y'a ceux qui tirent les fils, ceux qui fouettent le troupeau. Y'en a qui gobent la pilule et les autres y pensent pas trop. Cours tant que tu veux après ton trognon de mirage. Ni le bâton ni la carotte, faut te monter dans le carrosse. Je garde le regard sur la route. Moi du corps j'en prends moins, mais je le prends plus égal et je le conduis des deux mains. C'est tellement important. Souffrance, la ceinture serrée dans mes ganses. C'est pas inquiétant, j'ai pas pantoute l'âme à m'en faire. Fait que la nuit dernière, je me suis compacté avec ça. Pas de cancer, c'est le paradis sur terre. Mais là, c'est-tu la crise de panique qui réalise qu'on est peut-être déjà à demi-mort quand on est plus. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, David Alexandre, on parle d'une voix forte. Puis il faut dire que la francophonie a quelque peu été bousculée l'année précédente. Oui, effectivement, avec les coupes du gouvernement Ford en Ontario, ça a été j'ai eu envie de faire un reportage là-dessus parce que ça retient beaucoup l'attention des médias. Mais je cherchais un angle qui était peut-être nouveau, un angle différent. Et puis là, en faisant un peu de recherche, je me suis rendu compte qu'il y avait la radio, le FM 92.1 dans l'Est ontarien. C'est une radio francophone qui dessert l'Est ontarien, donc en milieu minoritaire. Et j'ai vu qu'il y avait des problèmes de financement. Donc, ils ont choisi de lancer une campagne de financement sur le web pour faire l'achat d'une nouvelle antenne. Parce que là, les studios sont à Castlemaine, mais l'antenne est à Cornwall et puis la diffusion est limitée. Donc, le but, c'était vraiment de rejoindre tous les francophones de l'Est ontarien, avoir une plus grande rayonnance. Donc, on a lancé une campagne de financement de 200 000 $ plutôt. Donc, j'ai vraiment vu qu'il y avait de la précarité, un problème de financement. Donc, je suis allé les rencontrer, savoir pourquoi ils avaient besoin de cet argent-là pour la nouvelle antenne, mais est-ce que c'est parce qu'il y avait des problèmes de financement? Puis, je suis également allé voir plus près d'ici, au 94.5 Unique FM à Ottawa. Là, on a peut-être un peu moins de précarité, mais avec les coupes, c'est quelque chose qui inquiète quand même les dirigeants de ces radios. Les coupes, c'est pas seulement les services, ça affecte carrément tout le monde, en fait, on va dire. Oui, effectivement, parce qu'il faut dire les radios communautaires en milieu francophone, surtout là, en Ontario, c'est très important pour ces communautés-là. Puis le financement n'est pas présent. Par exemple, au Québec, les radios communautaires vont recevoir du financement récurrent du gouvernement, mais c'est pas le cas en Ontario. C'est nouveau ce que tu viens de m'apprendre là. Est-ce qu'on pourrait présenter ton reportage et puis après, je sais que tu as une bonne nouvelle à nous donner. Oui, effectivement. Alors, comme je l'ai dit, les radios communautaires francophones de l'Ontario sont d'une grande importance pour faire rayonner la communauté franco-ontarienne. Plusieurs aimeraient que le gouvernement ontarien s'implique et puis finance les stations francophones en milieu minoritaire, comme c'est le cas actuellement au Québec. Mais il faut dire que le climat actuel n'est pas favorable à ce type de demande. Alors, on regarde ce que je vous ai préparé.
Ici au 94.5 Unique FM. Entendre un animateur parler en français à la radio, ça peut sembler banal. Pourtant, à la station Unique FM d'Ottawa, une radio francophone en milieu minoritaire, c'est beaucoup plus qu'une langue parlée. C'est un média au service de la communauté franco-ontarienne. Elle joue un rôle clé pour que les gens de la communauté soient entendus, leurs besoins, leurs préoccupations, que ce soit les débats sur différents sujets. Donc, elle joue d'abord un rôle essentiel à la démocratie et à la préservation de la culture francophone en Ontario. La communauté francophone en Ontario est la deuxième plus importante au Canada après le Québec. Plus de 620 000 personnes vivent en français, représentant ainsi 4,7 % de la population ontarienne. Étant donné cette faible proportion, faire vivre une telle radio en Ontario n'est pas chose facile. L'enjeu principal, le financement. À l'heure actuelle, les radios ne bénéficient d'aucun soutien financier récurrent provenant des gouvernements. Elle souhaiterait que l'Ontario apporte son soutien, mais avec les coupes aux francophones du gouvernement Ford, le contexte actuel aurait pu être meilleur. Si on regarde ça, ça nous inquiète. Est-ce que c'est un climat idéal là, pour faire des demandes? Je dirais, il y a eu des meilleurs climats, il y a eu des meilleurs moments, mais nous, on garde espoir que nos préoccupations vont être entendues. À l'Alliance des radios communautaires du Canada, un organisme qui soutient les radios francophones hors Québec, on s'inquiète aussi du peu de financement public des provinces, car la publicité ne suffit pas. Évidemment, c'est la publicité qui fait vivre beaucoup de radios, mais la publicité, particulièrement du gouvernement, ça baisse de plus en plus là, depuis plusieurs années. Donc, effectivement, là, c'est un défi quotidien là, de faire fonctionner un média communautaire en situation de minorité linguistique. Nous sommes le FM 92.1. Pour pallier à cette absence de financement gouvernemental, le FM 92.1 à Castleman, qui dessert les francophones de l'Est ontarien, a pris les grands moyens. Une campagne de financement, dont l'objectif est de 200 000 $, a été lancée récemment. L'argent amassé servira à l'achat d'une nouvelle antenne qui permettra de diffuser d'un bout à l'autre de la 417. On augmentera donc le nombre d'auditeurs et d'annonceurs potentiels. On veut plus d'annonceurs. C'est notre meilleure façon de faire de l'argent. Et c'est la meilleure façon aussi pour les gens de, oui, donner pour supporter la radio, mais en plus obtenir quelque chose en retour, profiter de nos services. Si les agissements du gouvernement ontarien face à la francophonie inquiètent, le 92.1 voit cela comme une opportunité. La communauté francophone prend davantage conscience des services dont elle bénéficie. C'est ça qui nous fait réaliser que, en tant que francophone, on a des services qui peuvent nous être enlevés. Donc vraiment, c'est de rappeler aux gens que, hey, on a une radio, on peut s'en servir, c'est un bel outil. C'est pas un bien acquis, il faut s'impliquer dedans si on veut la garder en vie. Personne parle de la communauté franco-ontarienne, ou à part quand il y a des crises. Là, tout le monde en parle. Mais quand il n'y a pas de crise, est-ce qu'on va parler des différents des événements ou encore, tu sais, c'est très rare. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on joue un rôle important. Et je nous vois comme étant une voix forte dans le futur, comme on l'est en ce moment. L'Ontario compte 5 stations de radio communautaires francophones à Ottawa, Castleman, Hearst, Kapuskasing et Penetanguishene. Elles rejoignent 671 000 francophones et francophiles. David-Alexandre Vincent pour le Collège La Cité à Ottawa. Puis après ton reportage, là, pendant qu'on discutait, tu m'as dit qu'il y a une bonne nouvelle qui est venue pour la 92.1. Effectivement, donc le concours là, qui avait lieu là, à la mi-décembre et puis quelques jours après seulement, là, il y a eu une annonce non pas du gouvernement provincial, mais du gouvernement fédéral. Ils ont décidé d'offrir là, 253 000 $ au 92.1, donc l'objectif était de 200 000 $. Ça a été dépassé, donc le 92.1 qui pourra avoir sa nouvelle antenne. En fait, ça provient là, du plan d'action 2018-2023 sur les langues officielles qui avait été annoncé là, au mois de mars dernier. Donc la radio qui pourra avoir sa nouvelle antenne, puis ça va également permettre, là, comme je le disais un peu plus tôt, de faire rayonner, de couvrir tout l'Est ontarien. Ouais, et puis ça permettra aussi peut-être d'attirer de nouveaux gens qui voudraient faire de la publicité, donc d'augmenter les revenus, offrir plus de services aux franco-ontariens. C'est super, mais moi, je regarde ton reportage, je regarde tout ce qui se passe dans la francophonie, mais je me pose juste la question, parce que là, tu as bientôt terminé tes études. Est-ce que ça t'intéresse toujours de travailler en français avec tous ces défis-là? Oui, bien c'est sûr, ça a été super intéressant parce que j'ai appris beaucoup de choses. Puis au-delà du débat francophone, bien, on a découvert un angle nouveau, aller rencontrer les gens, entendre leurs problématiques. Donc je trouve que c'est quelque chose qui était super intéressant à faire. Là. Ça a été vraiment formateur. Là. Et puis là, tu t'en vas avec
vers quelque chose de nouveau pour toi, oui? Tu m'en parlais? Ben c'est ça, les études finissent dans quelques semaines déjà. Puis je vais aller à TVA Rivière-du-Loup faire un stage. Donc, comme notre enseignant le disait au début de l'émission, ben, c'est sûr que ces soirées-là, lorsque les directeurs d'information sont là, les gens des médias, ben, ça peut toujours ouvrir des belles portes là, sur le marché du travail. Donc, c'était des belles opportunités qu'on nous offrait au mois de décembre. Mais moi, je te dis, c'est une très bonne opportunité parce que moi, j'ai commencé un stage. Puis là, je suis rendue là, toujours en train de travailler, mais je suis rendue là. Donc, bonne chance à toi. Ben, merci. Alors, on va prendre une pause et juste après, on va parler... non, on va pas parler, mais plutôt, on va entamer le plus long combat. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Lorsque je me sens seul, et ça m'arrive souvent, je pense à toi qui attends mon retour. Je marche et je jongle, j'ai peur que tout s'effondre. Sauras-tu m'attendre pour toujours? Tes yeux sont clairs, tes pensées sont pures. T'es la plus belle que j'ai connue. Quand je te vois sourire, je veux simplement te dire, tu es celle que j'ai toujours voulu. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ah, pardon, TV Rogers. Je suis maintenant avec Samuel et puis là, on entame le plus long combat. Oui, tout à fait. Donc, c'est un sujet qui est quand même caché du public. Des vétérans qui reviennent du combat, qui sont plus ou moins là, aidés par le gouvernement. Là. Ils sont aidés, mais pas assez. Donc, tu sais, ils peuvent revenir avec des séquelles quand même là, du terrain, là, des syndromes post-traumatiques qu'on appelle. Donc, oui, c'est quand même là, un sujet qui est tabou. Là. Puis quand on pense à la guerre, là, on se dit, oh, il y a des personnes qui meurent, il y a des personnes... On pense plutôt à des victimes, surtout à la population, mais on oublie un peu ceux qui vont au combat. On pense pas aux vétérans, aux soldats qui sont là. Si on voit des images à la télévision et tout, dans les médias, en fait. On parle juste du bravo. C'est ça. Mais on voit pas le après. Ils ont des problèmes, certains ils perdent la vie quand ils se suicident ou peu importe. Donc, il y a vraiment des choses qu'on doit faire là, pour ces vétérans-là. Et puis, ce sujet-là, pourquoi est-ce qu'il est venu te chercher, toi? Bien, j'ai toujours eu un désir d'en apprendre davantage sur l'armée canadienne, mais surtout l'envers du décor. Donc, d'en apprendre plus sur les vétérans, le monde qui ont travaillé dans l'armée, les problèmes qu'ils ont eus, justement, les syndromes post-traumatiques qu'ils reçoivent après ce parcours-là. Ouais. Oui. Donc, puis, je veux pas, j'en ai appris beaucoup sur le sujet. J'en ai appris que c'est quand même caché aussi. C'est un sujet que on pose des questions, mais on n'a pas vraiment de réponse. Donc, il faut vraiment creuser dans ce genre de sujet-là. Donc, ouais, on apprend vraiment beaucoup. Là. On va lancer ton reportage et puis j'ai hâte de voir ça. C'est un sujet parfois tabou, mais qui mérite d'être abordé. La détresse psychologique chez les anciens combattants des Forces armées canadiennes. Un ancien combattant atteint d'un syndrome post-traumatique réclame plus d'aide du fédéral. Du même coup, l'Université du Québec en Outaouais lance une recherche sur l'efficacité des services offerts aux anciens militaires. Oui, ça a été très difficile de composer avec tout ça. Alain Guimont, 46 ans, a évolué pendant près de 17 ans dans les Forces d'opération spéciales du Canada en Afghanistan. En 2011, sa vie a été chamboulée. L'ex-militaire des Forces armées canadiennes a reçu le diagnostic d'un syndrome post-traumatique, une nouvelle qui a été dure à avaler. J'ai eu beaucoup de frustration quand je suis sorti, quand le diagnostic est tombé, puis quand
j'ai réalisé que je n'étais plus capable de faire ma job, que ce soit au niveau psychologique ou au niveau physique. C'est après son 3e et dernier séjour en Afghanistan que l'ex-caporal-chef Guimond a dû mettre un genou au sol et s'avouer vaincu. Une accumulation de stress et un trop-plein d'émotions sont venus à bout de ce parachutiste d'expérience. Les symptômes sont apparus sans avertissement, inconsciemment. Durant les sauts, c'est qu'à un moment donné, il a tout simplement fallu que j'arrête. Le corps, la tête ne le prenait plus, des blackouts. C'est là, la première fois peut-être que j'ai réalisé ou j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui... pas qui marchait plus, mais quelque chose de brisé quelque part. La tristesse, dépression. Cauchemars, colère et crise de panique ne sont que quelques symptômes avec lesquels il a dû vivre pendant plusieurs années. Je me sentais faible, puis j'avais pas le droit... J'avais pas le droit de casser. Alain a osé consulter, mais peu de militaires osent le faire, puisque les syndromes post-traumatiques restent encore aujourd'hui un sujet tabou au sein des Forces armées canadiennes. Les vétérans réclament davantage d'aide psychologique et monétaire auprès du gouvernement. C'est que le ministère des Anciens combattants du Canada, c'est un ministère qui est désuet, qui est passé date. Selon cet ancien officier des Forces armées canadiennes, qui réalise une étude sur les services offerts aux vétérans, les militaires sont mal accompagnés. Il y a des besoins qui sont criants, puis sont très mal identifiés en matière de qu'est-ce qui est disponible comme service. La réforme du ministère, ça, c'est une nécessité. Puis le gouvernement qui est en place n'a pas à cœur la communauté des vétérans. Le gouvernement libéral ne s'occupe pas des vétérans, pas correctement du moins. C'est aussi l'avis de ce professeur à l'Université d'Ottawa. Il y a des services, mais en quantité limitée. En quantité limitée. Malheureusement, nos vétérans ne reçoivent pas nécessairement tout le soutien dont ils seraient en mesure de s'attendre après avoir sacrifié vraiment beaucoup de choses. Il connaissait mon nom, that's it. Ne savait pas quoi faire avec moi, ne savait pas d'où est-ce que j'arrivais. Fait que j'ai comme un peu tombé entre les cracks. J'ai comme été un peu un genre de numéro qu'on savait pas trop quoi faire avec. Il y en a qui attendent pas, là. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont s'enfoncer plus creux ou encore qu'ils vont tout simplement s'enlever la vie. Tu sais, c'est ça, là. C'est catastrophique comme ça. Le taux de suicide chez les vétérans est en constante progression depuis quelques années. Une étude commandée par Anciens combattants Canada démontre que les vétérans présentent 36 % plus de risques de se suicider que la population canadienne en général. Les militaires âgés de 25 ans et moins sont les plus à risque. Alain, lui, n'y a pas songé, mais certains de ses confrères sont passés à l'acte. Oui, j'ai eu à faire des deuils d'un ami en particulier qui n'est pas décédé au combat, mais par suicide. Le plus gros deuil que j'ai eu à faire, je pense, c'est de ne plus être la personne que j'étais ou le militaire que j'avais été. En plus de ses suivis psychologiques, le résident de Kentley peut compter sur son chien Mia qui lui permet de jour en jour de redevenir peu à peu l'homme qu'il était. Mia va être capable de m'avertir à l'avance quand il y a quelque chose qui ne marche pas avec moi, que ce soit une crise d'anxiété qui se prépare ou une attaque de panique. Elle fait partie de la famille, c'est ma thérapeute privée. Et je dors avec, mais je dors vraiment beaucoup mieux depuis que j'étais avec. Le Alain d'il y a 10 ans, puis le Alain aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Ben, moi je trouve que c'est souvent comme des loops. Je redeviens la personne tranquillement, mais même j'ai quand même un bon bout de fait, là. Je redeviens la personne que j'ai été avant le post-traumatique. Moi, je continue de briser le silence, d'essayer de défaire les tabous qui viennent avec tout ça. Dans les années passées dans l'armée, Alain Guimond aura appris à vivre dans l'anonymat, loin des projecteurs. Aujourd'hui, avec ses nombreuses expériences, le militaire veut se faire la voix des vétérans pour qu'ils puissent, comme lui, reprendre goût à la vie, un sourire à la fois. Samuel Gosselin-Bélanger pour le Collège La Cité, à Ottawa. Un sourire à la fois, au Ouais. moins ça. Dis-moi, c'est un sujet tabou, mais comment tu as réussi à retrouver ce monsieur? En fait, j'ai cherché vite sur Google. Je savais que Radio-Canada l'avait déjà approché pour une entrevue. J'avais vu un peu son curriculum vitae, un peu ses antécédents. Je savais qu'il avait participé à 3 guerres. Donc, veux pas, il avait une expérience quand même très, très bonne sur le terrain.
Puis justement, il y a eu des syndromes post-traumatiques. C'est ça. Donc je l'ai approché, j'ai envoyé un message, un courriel en fait. Puis il m'a dit parfait, je voudrais contribuer à ça. Donc j'ai de fil en aiguille, c'est ça, j'ai trouvé mes intervenants. Puis ça a fait ce reportage-là. Je suis curieuse du rôle de Mia. Mia, c'est quoi son rôle? Parce qu'il a dit qu'elle aidait à... C'est un chien entraîné pour l'aider, en fait, puisqu'il y a des crises de panique, justement, qui découlent de ces syndromes post-traumatiques-là. Donc, elle l'aide à un peu le contenir, donc le garder plus terre à terre, le garder ses émotions comme normales. Donc, c'est vraiment son travail. Puis, il veut pas, ils ont développé à travers les années une complicité. Une amitié, voilà. Ouais. Il est cute, en tout cas. Ouais. C'est toi qui a remporté le prix, le premier prix de cette soirée. Comment tu te sens? Écoute, c'est vraiment le fun. Je m'en attendais pas. C'est vraiment c'est quand même... Je suis j'ai pas de mots, c'est le fun. De gratitude. Oui, ben, on a tous mis de l'effort dans ces reportages-là, on a travaillé fort. Mais c'est quand même long, il faut faire les images, il faut faire tout avec le montage, trouver les intervenants. Donc c'est un processus qui est quand même très long, mais au final, on est tous fiers, puis je peux être très, très fier du résultat final. Puis c'est vraiment très, très, très beau. Merci beaucoup à toi, Samuel. Merci. Restez avec moi parce que juste après la pause, on rencontre tout le monde et leur professeur, bien évidemment. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Olympiques de Gatineau iront affronter les Wildcats à Moncton. C'est un rendez-vous ce samedi 18h sur TV Rogers. Mon grand, il faut qu'on parle de potes. J'ai peur, puis je veux surtout pas que tu te retrouves dans la rue. Est-ce que c'est tellement... C'était si pire que ça? Ben... Ton fils pourrait réagir comme ça. Fait que tu devrais être moins dramatique. Puis tu lui dis que t'insistes parce que tu l'aimes. OK, merci. Veux-tu pratiquer quand il va te dire que toi aussi t'en as déjà pris? C'est pas évident de parler de cannabis. OK. Pratiquez-vous avec nos ados avant de parler aux vôtres. À la prochaine émission, je parle avec la mannequin et étudiante Sarah Tanguay qui nous parle de l'envers du décor de la mode. Alors suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Toute l'équipe est là. Oui. Le professeur est là. Oui. Puis c'est vraiment passionnant parce que je vois que vous avez transmis tous vos savoirs à tous ces étudiants. Ben moi, j'ai aimé ça dans l'émission d'aujourd'hui, re-regarder les reportages. Avec le recul du temps, je me suis rendu compte, comme si j'étais quelqu'un de différent, je me disais, mon Dieu, son nom bien bon, les reportages. Je les trouvais bons, et on avait, à l'époque, au mois de décembre, on avait le nez collé sur la fenêtre, mais les voir avec un peu de recul, là. Bravo. On va voir les applaudissements. Bravo. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent avec chacun d'eux, hein, de bonnes nouvelles et tout. Alors, vous êtes déjà lancé dans Il reste quoi, 3-4 semaines d'études? 4 semaines. Puis qui dit définitivement à la cité? Oui. Je suis triste, ils vont me manquer l'automne prochain. Surtout cette gang. J'imagine, moi, j'étais contente de quitter pour mon stage parce que je me sentais grande là. Puis vraiment, merci pour ce que vous faites. Merci. Parce que sans vous, il n'y aurait pas des journalistes de pointe comme ça. Et puis, on espère vous revoir une prochaine fois pour un autre groupe. Merci beaucoup. Bonne chance à tous. Plein de succès. Plein de succès, surtout ça. Merci, c'est gentil. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Vous pouvez revoir l'émission sur le Facebook Live, aussi sur le YouTube. Et puis, on se voit lundi. Bon week-end. Bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.